Bien, Jean-Claude Juncker, donc Berlin aujourd'hui salue la mémoire de Jacques Chirac, un grand homme d'État, un grand Européen. Pour vous, vous perdez essentiellement, vous l'avez dit dans un communiqué, un ami et un frère, non? Oui, Chirac et moi, c'était une histoire singulière parce qu'il était plus âgé que moi, mais il a porté toute son attention sur ma petite existence. Je veux d'abord rendre hommage à l'homme qu'il fut, chaleureux, naturellement et spontanément orienté vers les autres. Il y avait dans cette chaleur humaine de Chirac aucun artifice. Il était comme ça. Je pourrais raconter des histoires, des anecdotes nombreuses, innombrables. Il y avait une jeune fille luxembourgeoise qui était très malade, qui n'arrivait pas à avoir un rendez-vous à l'hôpital, la Salpêtrière, je crois. Je l'appelle, dans 10 minutes, elle, la fille qui était en danger de mort, avait son rendez-vous le lendemain à 9 heures. Il était comme ça. Juppé a dit aujourd'hui, cet homme était bon, c'est la bonne formule. Qu'est-ce qui fondait votre affinité? Qu'est-ce qui fondait votre amitié? Alors, il y avait, je m'en souviens, le goût de la littérature, et oui. Puis aussi, de temps en temps, l'envie de prendre une bonne bière belge ensemble, non? Ou française, ou mexicaine, ou Cronenbourg, ça dépendait de l'endroit et de son humeur qui variait, mais qui, tout en variant, était toujours la même. Il aimait prendre une bière. Il était quelqu'un que j'ai d'abord suivi de loin. Je suis probablement le seul homme politique en Europe qui était présent lors de la première réunion et de la première manifestation du RPR nouvellement créé à Strasbourg, parce que j'étais étudiant à Strasbourg. J'étais dans les rues de Strasbourg lorsqu'il passait. Il me donnait la main. Je lui rappelais souvent qu'il avait fait ça. Évidemment, il faisait comme s'il s'en souvenait spontanément, ce qui ne fut pas vrai. Je l'ai connu de loin lorsqu'il était un jeune loup de la politique française. Et plus tard, je l'ai connu comme géant de la Ve République. Il parlait de la France et agissait pour la France avec énormément d'élégance. Et de l'Europe, qu'il ne portait pas dans le ventre, mais que sur le tard, il portait dans le cœur. Il parlait lors des réunions internationales avec une conviction qui impressionnait et les Européens et les non-Européens, surtout les non-Européens. Alors C'était un Européen pragmatique dans ces moments-là. Oui. Je lui disais toujours qu'il avait l'Europe en tête parce qu'il était hautement intelligent et érudit, comme on le sait. Mais il a eu des moments de faiblesse, l'appel de Cochin et d'autres moments autobiographiquement faibles. Mais je l'ai toujours vu, lors des réunions et européennes et internationales, se battre pour l'Europe et s'opposer à ceux qui n'acceptaient pas le mode de vie européen en vantant les vertus de la façon d'être des Européens. Ce qui me permet de dire que ce fut un grand Français et un grand Européen. Alors il a commencé, vous l'avez dit, son parcours européen, il était eurosceptique. Vous avez rappelé l'appel de Cochin et donc le parti de l'étranger. Et puis, on peut dire qu'il va terminer le parcours comment? C'est un Européen de raison? C'est un Européen par nécessité? Qu'est-ce qui explique ce changement tout d'un coup? Il y a ces deux éléments-là, Européen de raison, Européen par nécessité, par réflexion et par pragmatisme, mais à partir d'un certain moment, j'ai vu dans son esprit renaître l'idée de la vieille Europe. Non pas la vieille Europe au sens américain du terme, mais il avait cette idée que l'Europe devait avoir son rôle à jouer dans les affaires internationales. On n'oubliera jamais, et à l'époque j'en ai souvent parlé à Jacques Chirac, on n'oubliera jamais l'énormité de son investissement contre la guerre en Irak. C'était lui. Ce n'était pas tous ceux qui aujourd'hui disent que c'était eux, c'était lui. Il a fait honneur à la France et à l'Europe.
C'était aussi un premier lanceur d'alerte écologique. Oui, la maison brûle. Aujourd'hui, elle brûle toujours. Et ceux qui sont là aujourd'hui font comme s'ils l'avaient découvert hier soir. Ils l'avaient découvert il y a 20 années. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir ou anecdote de lui au sein de ces longues réunions de nuit au Conseil européen? Je pense notamment à une réunion qui était très longue, qui était le traité de Nice. Qu'est-ce que vous conservez? Il était comment dans ces moments-là? Enfin, il gérait les choses intelligemment. Il avait beaucoup d'humour. Il se prenait au sérieux, mais pas trop au sérieux. Je me rappelle d'une anecdote, enfin c'est une anecdote parmi des milliers. Parfois, par politesse, au Conseil européen, le jeune Premier ministre, j'ai répondu en allemand au chancelier Schröder et au chancelier autrichien. Lui qui exigeait que les Luxembourgeois devaient toujours s'exprimer en français. Alors il faisait le tour de la table et il me tapait sur l'épaule et dit « Dans quel dialecte est-ce que tu t'exprimes maintenant ?» Mais je retiens aussi cette idée que ce fut un homme qui avait une connaissance du monde. Je dirais des connaissances de plusieurs mondes. J'ai visité avec lui des musées à Bangkok et en Chine où j'ai découvert que cet homme qui prétendait qu'il ne lisait que des romans policiers avait une connaissance, y compris de l'art asiatique et de l'art primaire africain, comme nous le savons, qui dépassait en qualité plusieurs savoirs de plusieurs centaines d'autres hommes d'État. Il pouvait être dur aussi dans la négociation. On se souvient des mots échangés avec Margaret Thatcher, notamment. Oui, c'était bien vu.